Et retour dans cette séance 45, deuxième partie, après la pause. Nous sommes désormais au milieu de la page 130, voilà, début donc de ce chapitre 7, où 7 nous parle du potentiel de l'âme. Avec, dans le début de cette séance, on a vu qu'il nous expliquait que nous avions différentes formes possibles et que nous pouvions envoyer ce qu'il appelle des images pensées. J'hésite, il n'y avait pas un autre mot dans les formes? Non, des images pensées, oui, a priori. Voilà. Oui, non, il comparait ça, là, juste dans le paragraphe sur lequel là, je venais d'arrêter, des images fantômes, hein, des ombres d'images. Et donc il enchaîne dans le paragraphe suivant en disant « Chaque individu envoie fréquemment des répliques, des images de lui-même, mais leur degré de matérialisation varie. » Donc vous qui m'écoutez, vous envoyez, sans le savoir, régulièrement des images de vous-même, à droite à gauche. Vous laissez comme ça des traces de vous-même, un peu partout, dès que vous pensez en tout cas à un lieu particulier, que l'intensité, nous dit 7, est suffisante, il y a des répliques de vous, des images de lui-même. Mais, effectivement, ça c'est intéressant, leur degré de matérialisation varie. 7 nous disait au début de ce chapitre, c'était en fonction il y avait des buts différents, donc en fonction de l'objectif qu'on a, on va envoyer des formes différentes. Point virgule. Certaines formes, nous dit-il, se rapprochent davantage de l'ombre que d'autres. Il y a un degré, voilà, donc certaines sont plus transparentes, d'autres sont plus matérielles. Donc certaines formes se rapprochent davantage de l'ombre, vous voyez quelque chose de très, très impalpable, que d'autres. En tout cas, continue-t-il, ce ne sont pas de simples projections. Ce ne sont pas des images plates. Donc j'ai l'impression, là, l'image qu'on peut avoir, c'est la notion d'hologramme. Dans le film Star Wars, par exemple, la série Star Wars, on en voit beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres films comme ça qui me viennent en tête? Bon, voilà, dans les films de science-fiction, régulièrement, il y a cette notion d'hologramme. Donc c'est une image, on peut passer sa main à travers, mais on a la forme complète de la personne. Hein. Donc ça peut être un peu ça, son idée de projection. On envoie des répliques de nous-mêmes. Quelque part, on est à deux endroits à la fois. Quand on est filmé à un endroit donné, même en visio. Voilà, la visio qui est très utilisée là depuis quelques années. On est bien quelque part, et en même temps, il y a d'autres personnes qui nous parlent à l'autre bout, qui, elles, nous voient de leur côté. Donc on envoie bien une image de nous-mêmes. Bon, c'est une forme, avec la science, qui nous permet d'avoir plusieurs formes de nous-mêmes à différents endroits. Là, on parle même pas de téléportation, on parle, voilà, là, c'est quelque chose de concret qu'on vit tous les jours avec le téléphone, on peut le faire déjà, hein, donc c'est déjà cette idée-là. Bon. Donc ce ne sont pas des simples projections, ce ne sont pas des images plates. Hein, il nous disait dans le paragraphe suivant, c'est tout à fait réel. Elles ont un effet défini sur l'atmosphère. Hein, ça disait en début de ce chapitre, il y a vraiment une matérialisation, il y a quelque chose de concret, de physique qui s'installe. Hein, c'est dans la matière physique. Donc les projections qu'on envoie ont un effet défini sur l'atmosphère. Vous voyez que c'est quand même, là pour le coup, c'est très concret. D'une manière assez difficile à expliquer, elles se font une place. Il a mis ça entre guillemets. L'image qui arrive a besoin de se créer un espace de ce que je comprends dans le monde physique. Alors, donc peut-être au niveau énergie, impalpable, hein, le fait de penser à un endroit donné, il y a déjà quelque chose qui doit s'installer, il y a besoin de se faire une place. Donc vous voyez que ça occupe quand même concrètement un espace. Et peut-être également de manière physique,
même si c'est juste en dessous de ce que l'on perçoit de la réalité physique, il y a quand même besoin que l'espace soit libre. En tout cas, je trouve ça amusant que Seth précise. Voilà, il dit quand même cette phrase-là. Il a envie de le préciser, c'est-à-dire qu'il y a un sens derrière, il y a une raison. Seth, c'est pas anodin. Quand il va donner des fois, il y a 2-3 petits mots, un petit bout de phrase, il cherche à préciser quelque chose. Il a une idée derrière, tout en sachant qu'il va pas pouvoir développer parce que dans notre réalité, nous ne pouvons pas comprendre ce que ça signifie concrètement. Donc, on va rester toujours avec un petit décalage. Mais voilà. Donc là, il nous disait, il précise dès le début, d'une manière assez difficile à expliquer. Donc, voilà, il n'ira pas forcément plus loin. Elles se font une place, bien qu'elles coexistent parfois avec des formes ou des objets physiques. Donc il y a une présence, mais il peut y avoir en même temps un objet physique qui est présent, et coexistence des deux en parallèle, en même temps. Bien qu'elles coexistent parfois avec des formes ou des objets physiques. Et qu'elles puissent, nous dit-il dans la fin de la phrase, qu'elles puissent même leur être superposées. Nous pouvons amener notre mental dans un objet, être à la place de l'objet, et il y a quelque chose de physique qui s'installe s'il y a suffisamment d'intensité, et donc nous projetons, oui, c'est le terme que... Il y a une réplique en nous, c'est le terme qu'il utilise, y compris dans un objet. Ça me rappelle une expérience qu'il avait fait avec Jen. Je crois que voilà, c'était Jen qui avait expérimenté de son côté, ils en avaient discuté après avec Robert. Jen avait réussi, je crois, à amener sa conscience dans son genou. Je sais plus, elle avait soit un souci de genou, je sais plus, c'est juste pour expérimenter, je me souviens plus. Elle avait l'image d'elle-même entière, son corps entier, mais toute petite, qui était réduite, je crois, à la taille, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais d'une cellule, par exemple, une cellule humaine. Et c'est comme si elle était présente entièrement elle-même, en tout petit, dans une de ces cellules, ou dans son genou, en tout cas, dans l'articulation. Et je sais plus ce qu'elle a fait, là, je me souviens plus. Si c'était juste pour, voilà, à titre d'expérimentation, ou pour aider à réparer son genou, ou quelque chose comme ça. Mais ça veut bien dire qu'il y a une espèce de changement d'échelle, en tout cas de possibilité d'aller expérimenter depuis un autre point de vue. Ça fait partie des expérimentations que nous propose Seth, de changer de point de vue, de se dire que nous ne sommes pas figés dans notre corps, dans notre forme physique, et que d'amener notre conscience comme ça dans différents objets, dans d'autres personnes, dans d'autres lieux, aide à prendre conscience que ce n'est qu'un décor de théâtre. Tout ce qui est autour de nous est un point de vue, est formé par nous, et de changer de point de vue, ça peut nous faire voir les coulisses de ce décor, d'aller chercher les bugs de la matrice, d'aller aller voir l'information qui est derrière ce que l'on voit. Donc, c'est compliqué à expliquer visiblement pour Seth. Là, en tout cas dans ce paragraphe-là, il ne trouve pas forcément les mots, mais il nous dit que d'amener son conscience quelque part, il y a une modification physique de ce dans quoi on amène son attention, parce qu'il peut y avoir une superposition directe. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, peuvent coexister, et même qu'elles puissent, dans certains cas, être superposées complètement. Il précise, une dernière phrase pour terminer ce paragraphe, que dans ce cas, une interaction existe de façon certaine. Donc c'est pas juste de projeter quelque chose, il y a une interaction, il y a une action réciproque. Je me laisse moi-même toucher par l'objet dans lequel, ou la personne peut-être dans laquelle j'apporte mon attention, ou le lieu, mais ce lieu-là est aussi modifié par moi-même. Il y a une interaction, c'est une modification dans les deux sens.
il est très clair, puisqu'il dit une interaction existe de façon certaine. Donc, pour lui, la manière dont il exprime cette phrase-là, c'est sûr. Il y a interaction. À chaque fois que vous portez votre attention de manière intense, focalisée, longue, ça peut être ce qu'on appelle la méditation. Avec un objet, eh bien vous rentrez en relation différente avec cet objet. Là, c'est vrai qu'en parlant, ça me donne vraiment cette définition du yoga pour ce que j'en connais, en tout cas sur la méditation. Méditer sur quelque chose, c'est rentrer en méditation, rester avec l'objet et percevoir toutes les facettes de l'objet petit à petit. Et si on atteint ce qu'on appelle samadhi, c'est qu'on est pleinement concentré, on devient l'objet. Et là, c'est intéressant de revoir que Seth utilise des mots en fait très proches de moi, ce que je vais utiliser comme définition. On projette son attention quelque part, veuillez m'excuser, et il y a une interaction qui se fait de manière certaine, nous dit-il. Il se produit, pour terminer ce paragraphe, un échange situé, une fois encore, en dessous de la perception physique. Mais il y a un échange, une interaction. C'est un lien particulier que nous pouvons créer avec n'importe quel lieu, n'importe quel objet, n'importe quelle personne, quand nous apportons notre attention. D'où, en général, le fait que je dise « faites attention sur quoi vous méditez ». Il peut être tout à fait intéressant, là c'est une petite parenthèse, c'est plus lors de la méditation, mais je retrouve tellement les mots et les concepts, en tout cas, de ce que j'ai compris de la méditation, que j'ose cette petite parenthèse. Vous pouvez tout à fait méditer sur une maladie que vous avez, sur la mort, sur ce qui vous rend triste, sur vos parts d'ombre, ce que vous considérez comme des défauts, sur revenir sur des discussions que vous avez eues où vous sentez que vous avez mal réagi, vous pouvez méditer sur tous les sujets, y compris des sujets durs, difficiles, complexes, qui a priori ne portent pas à vous pousser vers la vie. Mais ne commencez pas, si vous êtes en train d'expérimenter des méditations, je vous déconseille, en tout cas de mon côté, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous déconseille de commencer à méditer sur des sujets comme ça. Pourquoi ? Seth vient de le dire, parce qu'il y a une relation qui se fait entre ce sur quoi vous méditez et vous-même. Et que si vous n'êtes pas prêt à affronter vos côtés obscurs, la question de la mort, sous tous ces côtés différents, ce que ça implique, une maladie, une difficulté, une difficulté relationnelle, une difficulté dans votre vie. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt à affronter, à vous confronter, à devenir la difficulté sur laquelle vous apportez votre attention, alors ça va vous mettre plus en difficulté qu'autre chose. Si vous êtes habitué avec la méditation, que vous savez gérer la bonne distance, que vous savez arrêter la méditation quand elle devient compliquée pour ce que vous êtes en train de vivre, que vous comprenez que vous êtes plus que juste ce sur quoi vous êtes en train de porter votre attention, que vous pouvez avoir un regard externe, un regard plus large. Donc, vous regardez vous-même de l'extérieur, méditez sur autre chose. Quand un peu différentes étapes comme ça, chaque étape que je viens de dire demanderait des heures de discussion éventuellement, mais ça donne déjà un peu des pistes de réflexion par rapport à ce que vous avez peut-être déjà expérimenté ou ce que vous expérimentez par ailleurs. La méditation est un super outil. Je ne peux que vous conseiller de l'expérimenter. Ne faites pas n'importe quoi. Soyez un peu accompagné au début si vous découvrez la méditation. Mais au fur et à mesure que vous découvrez, que vous rentrez dans la méthode, que vous êtes dans votre appropriation de ce que c'est la méditation pour vous, à votre manière, oui, là, vous pouvez varier les sujets et rentrer en relation avec n'importe quel objet. Mais voilà, juste, je referme cette parenthèse-là.
pour dire juste une petite prudence par rapport à ça. 7 va continuer dans le paragraphe suivant. Donc là, il venait de dire, une interaction existe de façon certaine. Imaginez que vous souhaitiez soudain, et avec force, vous retrouver par exemple sur une plage qui vous est chère. Ce désir intense joue alors le rôle d'un noyau d'énergie, projeté hors de votre esprit, et doté d'une forme de point, la vôtre. Donc tout d'un coup, vraiment intensément, vous voulez vraiment vous retrouver. Hein, c'est pas juste de penser même à quelque chose, c'est vous imaginez que vous êtes à un endroit que vous connaissez très bien, vous avez des repères émotionnels, vous avez plein de souvenirs, tout ça est rempli d'intensité affective, et c'est ça qui compte. Vous souhaitez vous y retrouver. 7 dit qu'à ce moment-là, ce désir intense, il va jouer le rôle de un noyau d'énergie qui est projeté. Ce désir suffit à envoyer une énergie dans cet endroit. Et cette énergie est projetée avec votre forme. Vous y amenez votre forme directement. La plage que vous avez visualisée attire la forme. Vous mettez votre conscience dans la plage et cette plage-là va réagir quand il parle de relation et d'interaction. Je pense, en partie c'est ça dont il parle, que c'est la plage finalement, c'est ce qu'il dit dans cette phrase-là, c'est intéressant, la plage qui attire la forme. La plage physique attire votre forme qui au départ n'est pas physique. Et votre forme s'y retrouve du coup, instantanément. 7 conclut ce paragraphe en disant « Cela se produit très souvent ». Et je rappelle qu'il nous avait dit aussi que nous n'en avions pas conscience. Voilà. Une forme pseudo-physique peut vous apparaître une forme pseudo-physique de vous peut apparaître à l'endroit en question sans que vous en ayez conscience. Dans les circonstances ordinaires, continue ça dans le paragraphe suivant, cette forme de vous-même ne sera pas vue. Cependant, si le désir était encore plus intense, vous voyez cette répétition de la notion d'intensité, le noyau d'énergie serait plus important et une partie de votre propre courant de conscience serait impartie à la forme. C'est à demander à ce que partie de votre propre courant, juste partie, soit soulignée. Donc, premier niveau, on pense fortement à un lieu. S'il y a suffisamment d'intensité, il y a une première étape où notre forme est projetée là-bas, mais sous le niveau de réalité physique. Ce que je comprends, c'est que si l'intensité monte encore, le désir est encore plus intense, on y pense, on y passe du temps, on apporte toute son attention, on essaie de recréer visuellement toute la situation, on se projette là-bas. Le noyau d'énergie est encore plus important. Et du coup, une partie, c'est ça qui est souligné, de votre propre courant de conscience sera impartie à la forme. Donc là, il y a vraiment une émanation de nous encore plus forte. Une partie de notre conscience, il dit courant de conscience, mais voilà. Pour moi, je vois pas vraiment de différence. Notre courant de conscience, oui. Nous envoyons vraiment une partie de notre conscience à la forme. Nous y pensons tellement fort nous sommes dedans, à la fois présents ici et présents là-bas. Si bien que, dans la pièce où vous vous trouvez, votre corps physique, vous pourriez, l'espace d'un instant, sentir l'odeur de la mer ou percevoir l'environnement dans lequel se tient votre pseudo-image.
il y a vraiment une relation, un échange qui se fait. J'ai totalement conscience de mon corps, son enveloppe physique, ma conscience. Je sais où je suis dans cette pièce. Et en même temps, j'apporte suffisamment d'énergie ailleurs pour qu'il y ait des éléments de l'endroit où je suis qui me parviennent physiquement. Hein, c'est ça que je comprends. Il dit que dans la pièce où vous vous trouvez, où est votre corps, où vous êtes concrètement, l'espace d'un instant, vous pouvez sentir l'odeur de la mer, percevoir l'environnement où se tient votre pseudo-image. Donc des éléments physiques, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Il y a un vrai échange entre le lieu de l'attention et vous-même. Ça paraît complètement fou, hein, cette révélation, cette idée en tout cas. Et là, c'est intéressant, je refais un petit parallèle, parce que je suis également sophrologue, et en sophrologie, on travaille beaucoup avec la visualisation, et c'est vrai qu'on essaie de recréer le plus possible, et de s'attacher aux différents sens physiques, hein, dans beaucoup de visualisations, voilà. Prenez le temps de voir la scène, d'entendre, d'écouter. Et donc, plus on essaie de recréer de manière réaliste, d'autant plus si c'est un endroit qu'on connaît déjà, vraiment, on s'inspire de quelque chose qu'on a déjà vu, on ne crée pas une plage fictive, on revoit la plage que l'on connaît à tel endroit, il y a tel arbre, tel rocher, il y a telle configuration de paysage, au large il y a une île où il n'y a pas d'île, où il y a voilà, telle maison à l'horizon, voilà. Toute une situation très concrète. Et bien c'est vrai que la sophrologie nous dit que le cerveau, il ne fait pas vraiment la différence, et on se retrouve dans un état comme ce qu'on a vécu, hein, donc la détente, l'apaisement, peu importe ce qu'on est en train de rechercher à installer. Et là, Seth va même plus loin, c'est-à-dire que c'est tellement fort cette relation qui s'installe finalement, qu'on peut vraiment percevoir à distance, nos 5 sens sont connectés à ce qui se passe là-bas. Dans ce cas, continue Seth dans le paragraphe suivant, l'ampleur de la perception est très variable. Il y a des gens qui ont une facilité avec la vue, d'autres avec l'ouïe, d'autres avec l'odorat, d'autres avec le toucher, ou avec le goût. Donc, selon la manière dont vous fonctionnez, on a souvent un ou deux sens préférentiels, et puis d'autres sens qui sont moins utilisés, qui sont un peu plus en arrière. Mais en tout cas, l'ampleur de la perception, je pense, va être facilitée sur le ou les sens privilégiés, ce que vous utilisez, ce qui est le plus simple pour vous. Seth nous dit en tout cas dans ce début de paragraphe que l'ampleur de cette perception peut être très variable. Pour commencer, votre forme physique résulte elle-même d'une grande concentration affective. Nous créons en permanence notre corps physique, nous disait Seth dans le début du livre. Ce corps physique est créé par notre conscience, par nos émotions, par nos idées. Notre corps est la conséquence en permanence, sans qu'on en ait conscience, de ce que nous pensons de lui. Nous nous réveillons le matin, nous reconstruisons immédiatement notre corps. Et tout ce qui nous entoure est recréé par nous en permanence. Voilà. Juste un petit rappel. Donc déjà, cette création de notre corps, de notre environnement, de tout ce qu'on perçoit là, aujourd'hui, concrètement, ce qui vous entoure, la chaise sur laquelle vous êtes assis, peu importe là où vous êtes, ce qu'il y a autour de vous, le téléphone ou la tablette, l'ordinateur avec lequel vous m'écoutez, vous le créez. Donc c'est déjà une énergie, une concentration. Notre conscience est déjà apportée sur ce monde physique. Donc c'est ça qu'il dit. Pour commencer, votre forme physique résulte elle-même d'une grande concentration affective. Déjà, premier point. L'énergie, continue-t-il, fantastique de votre psyché ne s'est pas bornée à créer votre corps physique. Elle l'entretient,
également. On l'a créé, mais on la maintient tous les jours. C'est maintenu, c'est recréé en permanence. Nous expliquer que nous sommes dans cette recréation permanente de notre corps. Et il parle d'une énergie fantastique de la psyché. Nous recréons en permanence notre corps. C'est déjà la première étape. Donc là, il est en plus en train de parler qu'on peut avoir des sensations ailleurs. Donc on est en train de faire plusieurs choses en même temps. Mais c'est possible. On ne se rend pas compte, en fait, déjà de l'énergie. En fait, on a une capacité vraiment extraordinaire déjà. C'est d'être incarné. Ça demande déjà une énergie extraordinaire pour créer tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit autour de nous. Qu'on touche, qu'on sent, on ne se rend pas compte parce que on le fait en permanence, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. L'énergie fantastique de votre psyché ne s'est pas bornée à créer votre corps physique, elle l'entretient également, nous dit-il. Nous sommes dans une recréation permanente de notre corps, et quand nous nous réveillons le matin, nous recréons également tout ce que nous pensons de lui. Celui-ci, continue-t-il dans la phrase suivante, n'est d'ailleurs pas une chose continue. Il a demandé à Robert de souligner pas. Notre corps n'est pas une chose continue. Ce n'est pas posé là. Le corps n'est pas présent en permanence. Comme la forme vient de notre psychisme, d'une intention, d'idée, d'une conscience, eh bien, le corps n'est pas tout le temps là, puisque nous n'avons pas 100% du temps notre conscience posée dessus. Ça c'est le premier point. Il dit bien sûr, dans la suite de la phrase, que il vous paraît tout à fait permanent, tant qu'il dure. Tant que vous êtes dans ce monde physique, quand vous vous réveillez le matin, vous vous occupez de votre corps, vous faites des choses avec lui, vous êtes en relation avec lui. Donc, il vous semble permanent, continu. Mais, dans cette phrase, Seth nous dit que votre corps n'est d'ailleurs pas une chose continue, bien qu'il vous paraisse tout à fait permanent, tant qu'il dure. Vous imaginez bien qu'à un moment donné, le corps que vous avez, il va s'arrêter. La réalité physique s'arrête, il y a une pause, avant de passer peut-être à autre chose. Et ce corps va changer, votre conscience sera amenée ailleurs, donc votre corps ne sera plus présent. Et là, il va dire quelque chose de fondamental, dans la dernière phrase de ce paragraphe, il dit que votre corps, donc, il est en état de pulsation constante. Et, vu la nature de son énergie, le corps, en réalité, clignote. Seth nous dit ici que notre corps n'est donc pas continu, n'est pas une chose stable, fixe, figée, mais que il est en pulsation permanente. Qu'il est, qu'est-ce qu'il dit ? Oui, qu'il clignote. Donc on imagine, pour vous rappeler par exemple, voilà, quand vous regardez un écran, là l'écran par lequel vous me regardez, l'écran de télévision en tout cas, est-ce que les écrans de smartphone, oui, je pense que ça doit être la même chose. Il y a un rythme, c'est-à-dire il y a un niveau de rafraîchissement d'image. Les fameux 50 Hz, 60 Hz, les écrans pour les jeux vidéo, c'est 120 ou 112 ou 100, je sais plus combien, enfin voilà, on essaie. Plus c'est rapide, plus les mouvements vont être fluides. Pourquoi ? Parce que si je déplace ma main, si je la déplace lentement, il n'y a pas de souci. Le déplacement est suffisamment lent, quand je vais de là à là, en fait, il y a eu plusieurs images. Mais si je vais très vite, il y a un moment donné, en fonction de votre qualité d'écran, il y a un moment donné, vous allez voir des bouts de main. Et entre les deux, il n'y aura plus la main. Alors ça, c'est pas pour vous dire, c'est pas c'est pas la preuve, voilà.
C'est pas la preuve que je clignote, hein. C'est la preuve que votre écran clignote. Hein. Donc j'essaie juste de faire cette similitude en disant que sur des mouvements très rapides, du coup, les images clignotent. On voit très bien qu'il y a des saccades. Ce que Seth nous dit par contre, c'est que là, ça doit être un niveau beaucoup plus rapide, mais notre corps clignote de la même manière que votre... qu'est-ce que je dis? Un lapsus peut-être. Notre corps clignote, oui. La même chose que votre écran. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Votre corps est en état de pulsation constante. Il parle après de la nature de son énergie. Eh bien, voilà, vu la manière dont votre corps est constitué, il va pas en dire tellement plus. Hein. Tout ça, il dit souvent que il le dit dans la phrase suivante. Hein. Tout cela est difficile à expliquer. Hein. Votre corps, en tout cas, dans la réalité, clignote. Oui, ça me rapproche d'un élément de physique quantique. Alors là aussi, je mettrai certainement des liens dans la vidéo pour bien vérifier d'où on en est de la connaissance. Mais si j'ai bien compris, quand on regarde un atome, une particule, quand on zoome vraiment sur une particule, chaque particule, j'ai dû déjà l'expliquer, hein, mais j'essaie de retrouver soit des vidéos, des liens ou des textes, voilà, qui disent ça dans les dernières recherches de la physique quantique, que en permanence la matière, donc enfin on va partir sur un truc plus simple, un atome ou une particule, si on zoome beaucoup dessus, on se rend compte qu'elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, elle clignote. Elle n'est pas tout le temps dans le monde physique. Il y a un moment, alors je ne sais pas quelle est la proportion, est-ce que c'est moitié-moitié, est-ce que c'est plus l'un plus l'autre, je ne sais pas. Peut-être que je vous donnerai des informations en ayant fait des recherches supplémentaires. En tout cas, il y a une partie du temps où on est bien présent, on voit la particule, l'atome, il est à tel endroit, on peut l'identifier, le localiser exactement. Et une partie du temps, on ne sait pas où il est. Donc ce qui valide à l'échelle d'une particule ou d'un atome est valide pour les molécules. Est-ce que tout est sur la même fréquence, c'est-à-dire que tout disparaît en même temps et réapparaît? J'ai l'impression que si Seth nous dit que notre corps entier clignote, c'est qu'il doit y avoir une certaine fréquence. C'est-à-dire que le monde entier, la réalité physique, doit être calé, là c'est une supposition, sur le même rythme. Tout est là, tout est plus là. Tout est là, tout n'est plus là. Tout est là, tout est plus là. Ce qui valide à l'échelle d'un atome est valide à l'échelle d'une molécule, donc à l'échelle d'une cellule, donc à l'échelle d'un organe, donc à l'échelle d'un corps humain, donc à l'échelle, pareil, après voilà, une table, les objets, les meubles, donc tout ce que vous voyez autour de vous clignote. C'est là, c'est pas là, c'est là, c'est pas là. Et pourtant, je suis assis sur une chaise. Cette chaise clignote. Et je tiens assis sur une chaise qui est 99 et quelques % de vide et qui, une partie du temps, n'est pas là. C'est quand même assez dingue de penser juste à ça. Moi, à chaque fois que je me répète ça, je me dis, mais c'est juste hallucinant. Je sais plus si c'est Seth ou Date qui disent, mais vous êtes dans un monde d'illusions, en fait. Voilà. Tout ce que vous croyez être figé, solide autour de vous, c'est rien. Mais je sais plus, je crois qu'il me semble, si on compactait, je crois que c'est des scientifiques qui ont fait le calcul, toute la matière de l'univers, ça au moment du Big Bang, tout tenait dans la taille d'une orange. Donc, si on enlève l'espace qu'il y a entre les particules, les noyaux de chaque atome et les électrons qui tournent autour, si on arrivait à les coller, alors ça fait une fusion, non, la fusion c'est la fusion de noyaux. Bon, imaginons que ce soit possible, si on réduit comme ça chaque atome de l'univers, on le contracte, donc tout l'univers se compacte. Je crois bien avoir vu, là aussi, si je trouve une information qui me semble fiable, je la mettrai. Il me semble bien que tout tient dans une orange. L'univers entier, tout ce qu'on connaît du monde entier, les planètes lointaines, tout.
tout tiendrait dans la taille d'une orange si on compacte tout. Donc vous voyez que tout le monde autour de nous, juste la planète Terre, c'est rien du tout, c'est peanuts. Ce que vous voyez autour de vous, c'est de la poussière. Ce que l'on prend pour la réalité physique, l'interaction qu'on a en permanence avec la réalité physique, ça repose sur rien. Ou très peu de choses. Et en plus, donc tout ça clignote. 7 va un petit peu plus loin dans le paragraphe suivant. Il dit « Maintenant, tout cela donc est difficile à expliquer. Et il n'est pas vraiment nécessaire pour l'instant que vous compreniez les raisons de cette pulsation. J'ai pas encore trouvé de livre où il va plus loin, mais j'ai pas encore tout lu. C'est-à-dire que je préfère relire plusieurs fois un même livre que d'avoir encore tout lu, mais je vais essayer quand même d'avoir un peu comme ça cette vision globale. Ne serait-ce que, oui, je suis un peu paresseux, il y a certains livres qui ne sont pas encore traduits en français, donc je les ai pas lus encore en anglais. Voilà, mais je continue. J'avoue que je passe beaucoup plus de temps sur cette part-là depuis un peu plus de 2 ans, donc ça ralentit un petit peu ma lecture globale des autres livres. Hein. Mais en tout cas, il nous dit qu'à cet instant précis, dans le livre 7 parle, il n'est pas vraiment nécessaire pour l'instant que vous compreniez les raisons de cette pulsation, mais même physiquement, dit-il, vous êtes pas là aussi souvent que vous êtes là. Donc 7, lui, il dit que c'est un temps égal. Vous êtes pas là, entre guillemets, aussi souvent que vous êtes là. Point. Donc ça rejoindrait en tout cas les expérimentations, les découvertes, oui, c'est pas une expérimentation, ce que l'on a compris en tout cas avec les observations de la physique quantique. La concentration et l'intensité de vos émotions créent des formes de vous-même, en plus de votre corps physique. La durée et la puissance de ces formes variant avec l'intensité de l'émotion d'origine. Voilà, des fois il sort comme ça des phrases qui sont un peu la conclusion de ce qu'il a expliqué avant. Hein. La concentration et l'intensité de vos émotions. Donc là, voilà, il répète et signe, c'est vraiment important, cette notion d'intensité, elle est fondamentale. Les émotions sont à la base du monde physique. Donc le fait de porter une attention sur quelque chose, ça crée des formes, là il se trouve, on est en train de parler de nous, donc ça crée des formes de vous-même pour aller explorer différents lieux. Donc une forme en plus de votre corps physique. Vous êtes déjà focalisé sur votre corps physique, c'est déjà de l'énergie pour le maintenir, mais vous pouvez mettre une ou des formes, là, il parle au pluriel, des formes plus ou moins tangibles ailleurs. Il répète simplement ce qu'il a déjà dit avant. La durée et la puissance de ces formes varient avec l'intensité de l'émotion d'origine. Oui, donc non, effectivement. Une fois relue cette phrase, elle n'est pas extraordinairement compliquée. C'est effectivement une sorte de conclusion. L'idée, ce serait, ou la question que j'ai à ce moment-là, c'est de me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement cette intensité ? J'en parlais au début de la séance, donc dans la première vidéo. Pour moi, le temps est une manière de vivre l'intensité. C'est-à-dire de passer beaucoup de temps sur un sujet, globalement, à l'échelle de notre vie, ça veut dire qu'on y passe de l'intensité. Ça veut dire qu'on focalise notre attention dessus. Donc ce serait une manière que c'est en train de nous expliquer, avec laquelle, oui, on focalise notre attention, donc voilà, on crée un pic particulier sur un sujet donné, ou sur un lieu, là c'est ce qu'il vient de dire. Hein. Mais il y a d'autres manières d'avoir cette intensité d'émotion, y compris le degré, tout simplement, des émotions. J'en avais parlé aussi, il y avait une séance comme ça où j'étais allé un petit peu dans l'explication du degré d'émotion. Je peux être, calme, souriant,
joyeux, je sais pas, hilarant, extrêmement joyeux. Bon, voilà, j'ai pas d'adjectif voilà, qui me viennent, mais vous voyez ça, il y a un gradient, et ça, on sent bien de manière intuitive. Qu'est-ce que ça veut dire d'être plus ou moins dans l'intensité d'une émotion? Eh bien, c'est ça qui paraît fondamental dans les explications de Seth. Et, en conséquence, les formes que l'on crée durent plus ou moins longtemps et sont plus ou moins palpables, tangibles. Paragraphe suivant, il nous dit que votre espace est donc plein de formes en devenir plus ou moins intenses. Puisque ça peut rester. Hein. Là, c'est un petit peu la nouveauté, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'apporte mon attention qu'il y a la forme. Si j'ai mis suffisamment d'intensité, je passe à autre chose, je pense à autre chose, ma forme reste. Elle est toujours présente dans le lieu auquel j'ai pensé. C'est pour ça que je parle d'intensité un peu sous la forme d'un cumul aussi dans le temps. Imaginons que la forme elle reste. Je pense à une plage, c'est l'exemple que disait Seth. Je pense à un lieu, c'est des vacances, c'est un lieu que j'aime bien, peu importe, j'ai beaucoup de souvenirs. Tous les mois, par exemple, j'y repense avec intensité. Ça va réalimenter la forme. Si elle peut durer assez longtemps, elle dure plus d'un mois, la première fois, je mets un certain niveau d'intensité, qui va diminuer petit à petit. C'est-à-dire que la forme va... C'est mon interprétation. On va dire que voilà, petit à petit, il y a moins d'intensité parce que je ne remets pas d'attention dessus. Donc la forme, elle commence à disparaître, l'intensité diminue. Et puis je remets un niveau. Mais si la première couche, si je mets le même degré d'intensité, ça va aller un petit peu plus haut. Je vais peut-être faire un schéma, là. Enfin ça va être très simple. Hein. Très rapide et très simple. Je fais une courbe parce que vous savez que j'aime bien faire des trucs qui ressemblent à de la science, mais c'est virtuel. Là, on va dire, voilà, le mois 0. On met toujours un 0, c'est bien, c'est classe. Hop. Un mois, par exemple, ou une unité de valeur, hein, donc à peu près 2. Là, je fais à vue de nez, excusez-moi si c'est pas pleinement la bonne taille, etc. Hein, donc voilà, 2, 3, 4, etc. Si mon degré d'intensité, ça va être ça mon unité, donc j'arrive ici, la première fois que je pense à un lieu. Imaginons qu'il y ait une courbe, on va dire régulière. Là tout ça, c'est des suppositions. Hein. Donc il y a une descente régulière de l'intensité. J'arrive là, il se trouve que là, c'est le moment où je repense à mon phénomène. Mais vous voyez qu'on arrivait un peu plus haut, parce que là, il y a un degré, voilà, là, j'ai oublié de faire l'autre courbe. Là, ça va être l'intensité. Donc là, ça va être le temps. Et là, c'est l'intensité. Donc là, le niveau d'intensité, on est supérieur au 0 de départ. Tac. Et on remet cette hauteur-là. Voilà. Ça fait un saut. Je reviens donc un peu plus haut que là où j'étais. Et si l'intensité diminue de la même manière, ça j'ai pas de règle là-dessus. On va dire que ça diminue de la même manière, donc j'essaie de faire des courbes parallèles. C'est pas très droit, mais vous voyez, l'idée c'est que ce soit parallèle à ça, la même courbe qui descend. Quoique peut-être c'est même irrégulier, j'en sais rien, parce que là j'y ai repensé un tout petit peu. Voilà. Tac, là ça fait un petit palier, parce que j'y pense un petit peu de temps en temps. Hein, vous voyez, il y a des moments comme ça, tac, tac, je peux y penser un petit peu, donc ça va influencer la courbe. Pourquoi pas? C'est rarement, enfin c'est jamais comme je suis en train de faire. Là c'est un schéma bien sûr pour illustrer. Donc voilà, etc. Ça va monter, vous comprenez bien, et comme ça monte petit à petit, jusqu'à un moment donné, tac, 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 ça va atteindre un certain degré d'intensité X, je ne sais rien, minimum, qui fait que, là c'est pas sûr, enfin j'en sais rien, voilà, si j'y pense assez, tac, et que ça reste à ce niveau-là, et qu'on est donc à ce degré minimum, qui va faire par exemple que ça va devenir, alors là aussi, hein, déjà à chaque fois que ça dépassait, ça commençait à devenir plus matériel,
Et donc à partir de ce niveau-là, par exemple, la forme va devenir matérielle. Donc l'intensité joue dans le temps et dans l'intensité qu'on met à chaque fois. Et ça perdure dans le temps. Voilà. C'est comme ça que je comprendrais, en tout cas aujourd'hui, ce que c'est en train d'expliquer. Et donc, ça permet de conserver, à droite à gauche, des formes de nous-mêmes que nous avons projetées et qui restent présentes plus ou moins. Vous voyez, ça diminue, ça remonte en fonction du temps et de l'énergie que je vais passer sur les uns ou les autres. Et ça dit donc que votre espace est plein de formes en devenir. Quand je suis en dessous du schéma, voilà. Là, c'est le en devenir, toute cette étape-là. Des formes en devenir situées en dessous de la structure ordinaire de la matière que vous percevez. Voilà, plus ou moins intense, et qu'à partir de là, par exemple, ce serait matérialisé. Matériel, voilà, ça devient quelque chose de matériel à partir de cette étape-là, par exemple. Ça et au-dessus. Voilà. Bon, je ne vais pas insister, je pense que ça me paraît assez clair, en tout cas avec ce petit schéma. Mais donc imaginez que nous laissons tous, en permanence, des doubles de nous-mêmes à différents endroits qui nous sont chers, et que peut-être même, j'avais expliqué ça quand je parlais des émotions, bizarrement, également sur des endroits que vous détestez. C'est-à-dire que l'intensité de haine, de rejet, de peur que vous avez de certains endroits, ça fait que vous y pensez quand même de temps en temps. Je sais pas, je donne un exemple, ça peut être un peu sous forme de blague, mais si vous n'aimez pas votre travail actuel, tous les matins, dès que vous quittez votre appartement, même en tournant la clé dans votre porte, en disant bon, je vais au travail, vous êtes déjà en train de vous projeter au travail, et vous créez peut-être tout d'un coup une intensité émotionnelle très forte, négative, mais forte. Et bien ça va faire que vous avez une partie de vous-même qui est présente dans votre lieu de travail, par exemple, en permanence. Ou tout autre lieu qui vous fait peur, qui est mauvais pour vous, qui est voilà, quelque chose qui est fort, en tout cas, en termes d'émotion. Ça marche dans les deux sens. L'intensité ne regarde pas si c'est positif ou négatif, c'est la même chose. Donc nous avons en permanence des doubles de nous, un peu partout, sur la planète, en tout cas, c'est possible, auprès d'autres personnes, nous sommes en lien permanent. Donc gardez en tête que c'est quand même des formes plus ou moins intenses, situées en dessous de la structure ordinaire de la matière que vous percevez. En tout cas, voilà, on est dans ce niveau-là. Il dit que la majorité du temps, ça ne se matérialise pas. Par rapport au schéma que j'ai indiqué, le cas est quand même rare d'aller jusqu'à un niveau où ça se matérialise. Écoutez, oui, là j'arrive, c'est la fin d'un paragraphe, il y a une petite pause, je pense que c'est le moment de faire également, de mettre la fin en tout cas à cette séance, on reprendra là dans la séance prochaine. Merci pour votre écoute et votre attention, j'espère que ces informations, les petits schémas, les explications que je vous donne vous amènent des éléments nouveaux dans votre vie, que ça vous fait... peut-être que ça vous donne envie de lire les livres de Seth. Ça, ce serait effectivement une de mes envies. Ou en tout cas que ça vous fait réfléchir et que ça vous met en marche d'une manière ou d'une autre pour revisiter votre vie. Bonne continuation en tout cas à vous et puis au plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir.